bonsoir, bienvenue. Donc je me présente, je suis Bénédicte Favre-Tavignot, je suis directrice exécutive de la chaire Social Business, Entreprise et Pauvreté à HEC. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde de cet après-midi qui clôture, je crois, les 2 années de la chaire Andrea Riccardi sur la mondialisation. Nous avons pour cela 3 invités de marque. Et évidemment, Andrea Riccardi qui nous fera, qui réagira tout à l'heure dans un dernier temps. Donc, je présenterai rapidement Anne-Laure Brun-Buisson, qui est avocate d'affaires et qui a monté tout un dispositif d'économie collaborative, de création, tu nous en diras plus, mais de création et de partage des solutions juridiques. Et Anne-Laure est très connue, reconnue, impliquée dans tout cet univers foisonnant de l'économie collaborative. Donc, bienvenue. Je vous présente aussi Freddy Tinga, Sigfrido Tinga, dit Freddy Tinga aux Philippines, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois. Et Freddy vient spécialement pour cette table ronde. Alors, il en profite pour voir du monde. Et Freddy a été un homme politique pendant une dizaine d'années, au moins. Il était député et maire d'une grande ville. Et là, il a décidé de devenir un entrepreneur social. Et donc, il est aujourd'hui président de JET, qui est Global Electrical Transportation. Merci beaucoup. Thank you, Freddy, for coming. Thank you. Very much. Et last but not least, notre invité d'honneur de ce colloque des Bernardins, donc Jean-Christophe de Margerie. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle à chaque fois Jean-Christophe, mais non, c'est Christophe. C'est joli, ça vous va bien aussi, ouais. Donc Christophe de Margerie, qu'on ne présente plus, qui est président, directeur général de Total. Je crois que vous êtes président, directeur général depuis 2010 et directeur général depuis 2007 et que vous avez fait toute votre carrière chez Total. C'est bien ça ? Alors, notre intention à travers cette table ronde, c'est de se focaliser, comme je disais, sur cette unité d'analyse qu'est l'entreprise. C'est d'explorer des nouvelles voies émergentes qui semblent porteuses de solutions, qui semblent pouvoir nous permettre de construire cette transition, cette nouvelle ère. Et puis aussi de voir comment les acteurs aussi peuvent se transformer pour contribuer à cette transition. Je propose de commencer avec vous, Monsieur Christophe de Margerie, pour que vous nous disiez, voilà, dans cette perspective de la transition énergétique et aussi finalement de cette transition plus globale vers une économie qui également réduise la pauvreté, l'extrême pauvreté, que vous nous disiez quelle part prend Total, quelles sont les transformations actuellement en cours chez Total, parce que j'imagine quand même qu'il s'agit de transformations importantes, étant donné l'ampleur des enjeux, et que vous nous disiez aussi quelles transformations, selon vous, doivent encore être menées dans les années à venir, qui ne seraient pas encore amorcées. Merci. Merci à tous ceux qui font que je puisse être là, parce que c'est toujours intéressant, effectivement, de s'exprimer, en particulier sur un sujet qui n'est pas forcément très facile, parce qu'il y a toujours une certaine forme, je dirais pas d'appréhension, mais pas de ma part, mais souvent d'autres personnes sur qu'est-ce qu'un patron comme Total, d'une grande multinationale, peut bien faire dans un débat sur l'humanisme. Alors effectivement, en tant que tel, c'est déjà un débat qu'on a commencé déjà tous les deux, ça nous a permis d'avancer et d'arriver ici avec des idées un peu plus claires. Et du coup, je vais, comme d'habitude, un petit peu passer sur ce que j'avais prévu de vous dire, qui était d'expliquer pourquoi l'humanisme était important pour Total et en particulier pour moi, parce que normalement, je devrais quand même commencer par ça, parce que si je ne crois pas en l'humanité et une certaine forme d'humanisme, qu'est-ce que je fais là? Donc voilà, je vais vous faire en tout simple. Oui, j'y crois en termes de nouvelles formes, c'est-à-dire un humanisme peut-être plus pragmatique, plus participatif et plus basé, in fine, sur l'action. Parce que la meilleure moyenne, non, le meilleur moyen pour un chef d'entreprise, pour une entreprise, c'est bien, in fine, quand même, de démontrer par des faits, par des actes, ce qu'il fait. Et on nous reproche, trop souvent, de tenir des propos et de ne pas agir, ce qui est de temps en temps difficile, parce que quand on parle d'humanisme, il y a comme une grande partie qui est basée sur des propos,
sur une philosophie, mais rien ne nous empêche, bien évidemment, ensuite, de la mettre en œuvre, de la mettre en pratique, et surtout d'expliquer ce que l'on cherche à faire en parlant d'humanisme, quand c'est une multinationale qui s'exprime. Alors, on avait déjà ouvert un débat avec Bénédicte il y a quelques jours sur les multinationales, parce que dans la manière, mais j'ai déjà senti la différence, dans la manière dont le mot multinational est prononcé, vous avez déjà une forme de prise de parti. Oui, position. Non, pas de distance, mais de position. Et je ne vais pas le faire à la marché sur les multinationales, mais il y a un petit côté quand même multinational égale pas terrible. Bon, mondialisation, mais je ne sais pas dit toi. Ah bon, d'accord, en général. Non. En général. D'accord. Je confirme, En général, oui, je confirme, oui. Effectivement. Oui. Voilà, donc j'ai réussi. Mais c'est vrai, et c'est aussi vrai pour la mondialisation. La mondialisation, là j'ai entendu, au contraire, tu disais mondialisation c'est une chance. La mondialisation c'est pas une chance, c'est un fait. Et ce que j'essaie de dire depuis maintenant longtemps, qu'on arrête de parler de la mondialisation comme si c'était encore à l'époque des tiers mondialistes. Oui, il y a eu l'époque des tiers mondialistes par rapport à un monde qui n'était pas celui d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, parler de mondialisation, c'est simplement si on devait répéter que la Terre était ronde. Donc je pense qu'on a découvert, et qu'aujourd'hui dire qu'on a des voisins, et que ça s'appelle le monde, et qu'en plus quand on est un humaniste, se priver des autres et considérer que c'est pas une chance, je ne comprends pas du tout. Donc effectivement, par définition, je ne peux être qu'en faveur de la mondialisation, mais pas au sens péjoratif, pas au sens... C'est le paradoxe d'un libéralisme poussé à l'extrême, c'est tout ce qui était raconté comme étant la justification de la mondialisation. La mondialisation, c'est simplement un état de fait quand on aime son voisin, quand on fait de la croissance, quand on fait même, et là je parle en tant que chrétien, non pas une forme de débat sur la religion, pourquoi la religion est bonne, la mienne, etc. On a toujours envie d'aller en parler. Et on ne va pas en parler que chez soi. Donc bref, d'une manière générale, et je crois que c'est très important, oui, nous sommes une multinationale. Qu'est-ce que c'est qu'une multinationale ? C'est une société qui travaille dans plusieurs pays. Donc elle est effectivement multinationale. Et pourquoi elle est multinationale dans ce cadre d'humanisme pragmatique ? C'est parce que justement, elle respecte dans tous les pays où elle est, les pays où elle est. Donc elle est bien multinationale. Elle a de multinationalités. En France, bien sûr, on est français doublement. On est français parce que c'est une société française, et on est français aussi parce qu'on travaille en France. Mais en même temps, dans tous les pays où nous travaillons, et c'est même vrai pour l'Italie, c'est parce que je suis encadré, si je puis dire, eh bien, nous sommes italiens. Et Total est une société italienne, avec ensuite un actionnariat, et lui, l'actionnariat, il est ce qu'il est. Et en l'occurrence, il est de moins en moins français, et de plus en plus américain. Pour autant, nous ne sommes certainement pas une société américaine. Mais on est bien, effectivement, une multinationale. Et je le prends dans tous les sens du terme, c'est-à-dire, non pas simplement l'accepter, mais de le vivre. Et de le vivre, et du coup, respecter les pays dans lesquels on travaille. C'est pas toujours facile, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. On n'a pas forcément les mêmes cultures, mais on doit apprendre à travailler avec les gens chez qui nous sommes. Et ça ne veut pas dire que, justement, on se sent étranger chez eux, on se sent au contraire national. Et c'est ça la vraie société multinationale. C'est celle qui respecte les différentes nationalités, et quand elle a la chance de participer à des investissements dans de nombreux pays, eh bien d'en reconnaître l'origine, de traiter avec respect les gens qui sont là. Et j'insiste à nouveau, même s'ils ne partagent pas les mêmes opinions que nous, même si on pense, et c'est souvent le cas du pétrole, que ce n'est pas toujours des pays où la démocratie prime, mais il faudrait déjà commencer par faire un débat sur la démocratie. On m'a dit, ne perds pas là-dedans, sinon tu es parti pour longtemps. Donc je ne vais pas me perdre, mais revenir sur justement pourquoi est-ce qu'il faut effectivement que l'entreprise, multinationale d'ailleurs ou non, représente effectivement une forme d'humanisme et d'humanisme nouveau, en progrès. Le mot progrès, j'aime pas. Parce que progrès, ça veut dire que c'était moins bien avant. Non, c'est différent. Et c'est plutôt sur la différence que je voudrais insister pour la responsabilité d'un chef d'entreprise et d'une entreprise comme la nôtre, beaucoup plus que le fait de dire est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien. Ça, je laisse à d'autres le soin de le dire. Nous ne sommes jamais les meilleurs
déclarer quelque chose, mais en tout cas, on est certainement les meilleurs pour pouvoir faire bouger les choses, et après ça, éventuellement, se confronter à ceux qui peuvent avoir des avis différents. Mais en tout cas, on le fait avec une conviction, et une conviction qui est, on ne le fait pas pour faire plaisir, on ne le fait pas pour faire de la communication, on ne le fait encore moins pour être politiquement correct, on le fait parce qu'on en est convaincu. En tout cas, le patron. C'est important. Le comité exécutif, c'est tout à fait nécessaire. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais il faut un entraînement. Et cet entraînement, en tout cas, j'essaye de le, pas simplement montrer, de le mettre en vigueur, de l'appliquer. Alors ça prend effectivement de multiples formes. Tu m'avais dit, essaye d'être pragmatique. J'ai regardé surtout des possibilités d'exemples que je pouvais donner. Il y en a tellement qu'on s'y perd. Je parlais avec toi tout à l'heure de Maria Novak. J'ai pas de problème. C'est une de mes vieilles amies. Mais moi aussi, hein, on assume. Et elle me venait de proposer autre chose. Un ADI, pour ceux qui savent, c'est le microcrédit en France. Donc un ADI, nouvelle formule, internationale justement. Et donc dans laquelle elle trouve qu'une multinationale est d'autant mieux placée que justement elle est présente dans ces pays et que donc elle peut rendre service de manière plus utile que si on était simplement, par exemple, français. Donc voilà, l'ADI, les microcrédits, il y a 100 000 manières de faire les choses. Et surtout, ce qui est important, c'est là que je dis que c'est une forme un peu nouvelle, c'est de ne pas hésiter à dire que c'est en même temps un modèle de business. C'est dans notre business model. Alors je sais bien que le mot business, c'est ça qui est terrible avec les langues, c'est que le mot business en français, il a aussi une connotation, mais en anglais, il n'en a pas du tout. Et en fait, il ne devrait pas en avoir. Parce que business model, c'est simplement le modèle que l'on utilise pour faire développer sa société, gagner de l'argent, je vais y revenir rapidement, mais surtout mettre en pratique sa conviction et sa stratégie, et qu'elle a comme premier devoir de faire partager, de faire comprendre. Donc un des grands débats dans cet humanisme, c'est l'humanisme pour tout seul ou pour soi-même, c'est pas intéressant. Et ça ne veut pas dire que c'est pas bien qu'il y ait des philosophes qui réfléchissent, heureusement pour notre compte, en prenant de la distance, mais nous, on est obligé de le faire, mais sur le terrain. Et donc prouver qu'effectivement, cet humanisme, nouvelle formule, a véritablement une valeur supplémentaire, et d'abord pour l'entreprise. Ne pas avoir peur de le dire. C'est-à-dire, je reviens, le business model incorpore le développement durable, incorpore, bien évidemment, tout ce qui est à la sûreté, à la sécurité, et j'aurais dû commencer, comme on fait maintenant toujours nous, par les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est aujourd'hui la pierre fondamentale de notre code de conduite, qu'on vient de rechanger récemment. On demande toujours pourquoi. Eh bien, pour être plus précis. Alors, est-ce qu'il est en progrès, notre code de conduite? Non, je ne pense pas, mais il est plus précis. Donc plus clair, plus transparent et mieux compréhensible par justement, non seulement le personnel de la maison, nos employés, mais par les parties prenantes qui nous entourent. Parce que c'est ça, le vrai sujet de l'humanisme, c'est de partager avec les parties prenantes. Alors, les parties prenantes, c'est qui? Ben, c'est tous. C'est tout le monde. C'est les politiques, c'est Andrea, c'est Bénédicte, c'est tous ceux avec lesquels nous avons des raisons de communiquer et de s'exprimer. Alors je vais maintenant le faire plus court pour revenir et cerner, parce que je trouve que la transition énergétique est un excellent sujet. Non pas parce que c'est un excellent sujet, c'est notre sujet. Et c'est une société comme Total, qui prétend effectivement avoir un rôle, non pas humanitaire, hein, on pourrait faire la différence, mais d'humanisme à délivrer. Bien clairement, c'est dans la transition énergétique qu'elle a aujourd'hui la plus grande légitimité. Pourquoi? D'abord parce que nous sommes nous-mêmes une source de pollution. Nous fabriquons des produits qui sont à la fois souvent mauvais pour l'environnement, c'est-à-dire la qualité de l'air, mais aussi l'environnement en termes de changement climatique, de réchauffement de la planète. Donc on ne peut pas le nier. Même si aujourd'hui, si j'avais l'occasion, je ferais une petite parenthèse sur une lettre que je viens de recevoir de Greenpeace, qui est tout à fait étonnante, mais elle n'est pas qu'il l'a envoyée à tous les... De toute façon, il n'y a rien de secret, parce que Greenpeace met tout sur le net. Donc en disant que, en fait, finalement, j'amplifie un peu, mais c'est une manière de répondre par anticipation, en gros, on pollue pendant des années, donc nous sommes des pollueurs, je vais dire presque historiques, et donc si on faisait le cumul de tout ce que nous avons fait, c'est vrai que le nombre d'années que j'ai passé en prison,
vivement que je vieillisse, parce que je resterai moins longtemps. Mais c'est très agressif et basé sur, non pas vous devez améliorer les choses, mais vous devez être puni pour ce que vous avez fait. C'est tout à fait extraordinaire. Et je dis ça parce que je suis toujours frappé dans les pays latins, moi, dans les pays non latins, c'est que dans les pays américains, anglo-saxons, très souvent, encore que c'est tendance à changer en ce moment, c'est le fait de faire mieux qui est considéré comme bien. Donc vous ne faites pas bien, vous faites mieux, on retient que vous faites mieux. Malheureusement, encore dans beaucoup de pays, comme la France, si vous reconnaissez déjà que vous pouvez faire mieux, c'est que vous faites mal. Et donc, avant d'avoir eu le temps de faire mieux, vous êtes déjà puni pour avoir fait mal. Et donc, du coup, vous ne faites pas mieux. Voilà, la police aurait trouvé ça tout seul. Mais nous, on a un petit problème. Je crois que notre humanisme a besoin, effectivement, d'être déglacé, d'être un peu secoué et d'être mis dans l'ordre du jour, c'est-à-dire, faisons effectivement des choses ensemble, mais faisons-les vraiment. Et pas en commençant par dire à quelqu'un qu'il est nul, que c'est un voyou, qu'il est bon enfermé, parce qu'effectivement, après ça, on a du mal à le faire bouger. Donc la transition énergétique, et ce n'est pas une excuse en même temps, hein, je ne suis pas en train de dire, ce n'est pas une excuse pour ne pas reconnaître ses responsabilités, pour ne pas reconnaître ce que l'on a fait qu'on peut mieux faire, et éventuellement donc corriger, et même aller jusqu'à éventuellement compenser, mais certainement pas simplement être considéré comme, d'autant plus que derrière, on l'a dit tout à l'heure, tu l'as rappelé, tout le monde sait qu'on a besoin d'énergie, et que l'énergie ne viendra pas demain matin, d'un coup d'un seul, avec un coup de baguette magique, sauf si effectivement Monseigneur s'en occupe. Mais là, c'est un autre sujet que je laisserai pour un autre débat. Parce que là, on va vraiment s'y perdre. Donc, en petit résumé, clairement, nous devons, nous, participer avec notre responsabilité à cette transition énergétique. C'est-à-dire produire mieux, éventuellement différemment. Je ne suis pas tout à fait d'accord, comme certains le savent, sur le mode de la décroissance. Autant je crois au changement de style de vie, à des attitudes différentes vis-à-vis de la consommation, et donc utiliser différemment l'énergie pour effectivement la rendre moins polluante. Mais tout ce qui est basé quand même sur une régression m'inquiète. Alors je sais bien que ce n'est pas ce que les gens veulent dire, mais il y a toujours un petit risque quand même. Tout ce qui est à base de décarboner, de dé quelque chose, je trouve déjà que les mots ne sont pas très positifs. Commençons par faire mieux. Et puis, on verra après si on peut faire sans. Donc, dans notre humanisme, et c'est ça que je voudrais quand même laisser comme message, parce que c'est le vrai message, et indépendamment de tous les exemples que je vous demande d'aller regarder sur notre net, il y a absolument tout, la liste de tout ce que nous faisons partout dans le monde. Ça surprend toujours beaucoup de gens. Et je suis d'ailleurs surpris, mais on en a parlé aussi la dernière fois, que beaucoup de gens viennent me demander ce qu'on fait. Et je dis, mais vous n'avez pas regardé sur le blog de Total avant ? Non. Vous avez regardé celui de San Egidio ? Oui. Ah ben alors, c'est à côté. Mais après, ST, on vient. Après. Mais on peut le faire après. On passe par un San Egidio, c'est mieux. Donc voilà, la responsabilité d'un patron de Total, c'est effectivement délivrer son humanisme sous une forme qui doit être pragmatique, parce que c'est pas celle de Christophe de Margerie, ses opinions, c'est celle de Christophe de Margerie, leader d'un groupe important qui a des responsabilités et qui est attendu. Eh bien, soyons attendus dans le bon sens du terme. C'est clairement pour moi une vraie forme d'humanisme et de responsabilité. On ne peut pas échapper à cette transition énergétique. Donc faisons-la, et faisons-la ensemble, en limitant au maximum la partie purement antagonie qui n'apporte rien. Parce que se battre, c'est utile uniquement quand on n'a pas le choix. Alors il y avait quand même, je terminerai dessus parce qu'il y avait une phrase que j'aimais bien, et après ça, la malheureuse personne qui m'a aidé à... Je n'ai pas dit, au moins m'a laissé un texte que je ne connaissais pas. Et c'est pour ça que si je ne le lis pas, je serai incapable de vous le citer. C'est jamais à la bonne place. Voilà. C'est pour montrer que tout change, mais qu'en fait, ça ne change pas tellement. D'où l'importance du changement, mais sans forcément de révolution. Donc c'est Karl Jaspers. Je sais que vous le connaissez. Donc dans une conférence qui s'appelait pour un nouvel humanisme déjà, en 1949. Et sa réponse à la question, c'est « Tel est le courage moderne, poursuivre une vie faite de tentatives, bien qu'il n'y ait pas de certitude. Ne pas exiger un résultat, mais s'exposer à l'échec, dire oui à la vie
comme si un secours devait venir de profondeur, signifiant au moins ceci: ce qu'on a voulu de bien n'est pas rien, ce qu'on a voulu de bien finit par être recueilli dans l'être. Voilà, une phrase qui demande d'être méditée. Je l'aurais, moi, changé un peu, mais je suis obligé de respecter l'auteur. Je trouve que ne pas être recueilli dans l'être est un peu confusant en anglais par rapport à notre volonté aujourd'hui d'être compris. Et j'aurais mis plutôt que recueilli dans l'être, doit être recueilli dans la personne, sa capacité d'agir et sa capacité à démontrer que oui, dans tous nos actes, il y a une partie qui est faite sur la base de je ne sais pas si ça va être bien, je ne sais pas si ça va pas être un échec, mais de toute façon, le fait d'avoir tenté, et d'avoir tenté avec un bon esprit, et un esprit volontairement humaniste, ne peut laisser que quelque chose de bien pour soi et pour les autres. Alors, c'est à toi. Donc, alors là, toi, tu viens d'un autre monde. Et là, l'idée, c'est d'explorer aussi tout cet univers de l'économie collaborative. Donc, je te laisse nous présenter qui tu es, comment tu en es venu à t'investir dans cet univers-là, à partir de ton expérience d'avocate d'affaires, par ailleurs. Puis nous donner aussi un point de vue plus global sur ce que c'est que l'économie collaborative. Ok, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette table ronde et à cette journée qui était vraiment passionnante. En fait, je vais vous parler de deux choses très rapidement. Je vais vous parler de Sharelex, qui est un projet que j'ai monté, que Bénédicte a évoqué, et puis je vais vous donner un point de vue un peu plus global sur l'économie collaborative en général. Alors, Sharelex, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif collaboratif qui cherche à donner accès au droit. Je suis juriste de formation. En faisant collaborer ensemble des gens qui sont des experts du droit et puis des gens qui ne sont pas des experts du droit, mais des experts de beaucoup d'autres choses. Donc on a à la fois une communauté qu'on appelle offline, c'est-à-dire que les gens se rencontrent en vrai, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, et puis une communauté online, c'est-à-dire que l'idée c'est que ces groupes de travail puissent partager leurs solutions, parce qu'on est orienté vers des solutions juridiques, en ligne, de manière gratuite et sous licence libre, afin qu'elles soient accessibles au plus grand nombre. Voilà, donc c'est du droit sous licence libre. Alors comment ça s'est passé rapidement ? J'étais donc avocate d'affaires, comme l'a dit Bénédicte tout à l'heure. Aujourd'hui, je fais plutôt de la médiation qu'autre chose d'ailleurs, enfin, essentiellement de la médiation. Et donc, pendant les 17 ans que j'ai passé dans un gros cabinet d'affaires anglais, dont 8 comme associés, j'ai pu me rendre compte, notamment à la faveur de la rencontre de Maria Novak qu'on évoquait tout à l'heure, à quel point le droit était inaccessible pour des gens qui en ont besoin. Et même en droit des affaires, il est inaccessible pour des gens qui en ont besoin, pour les entrepreneurs qui veulent créer des entreprises, pour les ONG qui se dépatouillent, comme l'a fait Maria Novak, pour développer le microcrédit, etc., etc. Il est trop compliqué et il est aussi souvent assez loin, finalement, des besoins humains. C'est-à-dire que la norme est impersonnelle, par définition, et même si elle fixe un cadre, elle ne répond pas à l'ensemble des besoins humains. Alors voilà, ce constat m'a fait explorer différentes pistes. J'ai découvert tout un monde, celui dont parlait Bénédicte, qui est le monde de l'entrepreneuriat social, le monde du bien commun, le monde de l'accès au droit, enfin toutes ces personnes qui réfléchissent finalement à quelles solutions on pourrait trouver dans le monde qui est le nôtre pour essayer de le rendre un petit peu meilleur, chacun à son échelle. Et comment finalement, est-ce que, ça c'est ce qui m'a amené à la médiation, comment est-ce que chacun pourrait finalement être source de droit ? Comment est-ce qu'on peut s'accorder les uns aux autres sans être constamment en référence à la norme ? Alors je vous ai mis cette citation de David Johnson qui illustre bien ce qu'est Sharelex. Le droit est une histoire que nous nous racontons les uns aux autres à propos de la justice et de nos valeurs sociales partagées. Nous devons raconter cette histoire à nouveau tous les jours. Ce n'est qu'ainsi qu'elle se reproduit et persiste dans le temps. On a beaucoup parlé de raconter l'histoire et la nécessité d'être en mesure de raconter l'histoire. On en a parlé ce matin ici. Et le droit, c'est aussi ça. C'est pas seulement des choses figées. Le droit, c'est aussi l'histoire des liens entre les uns et les autres. Et donc, c'est important de savoir comment on se la raconte. Et c'est pour ça qu'on a écrit Sharelex qu'on a créé Sharelex, et que Sharelex est vraiment orienté vers la solution juridique, la recherche de solutions juridiques. Alors, Sharelex, c'est un collectif, je passe rapidement là-dessus, qui a pour ambition donc de favoriser la rencontre dans la vraie vie
donc in real life, comme disait la génération Y, qui est une native d'Internet, et aussi en ligne, puisque tout ce que nous faisons, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, est partagé sur une plateforme. Donc c'est un écosystème assez innovant. Je vous en ai fait une petite photo ici, et qui me permet de tout de suite vous amener vers l'économie collaborative, puisque Sherlex est donc un projet qui fait partie de ce qu'on appelle l'économie collaborative. Alors, qu'est-ce que c'est l'économie collaborative ? L'économie collaborative, c'est la place qui est faite à la fois à l'expérience et aux ressources des particuliers pour leur permettre d'échanger entre pairs via des plateformes numériques. Alors, sous de très diverses formes que j'ai mises ici, le partage, le don, la collaboration, la copie, la co-création, la location, la vente. Il y a énormément de formes différentes de partage. Une très très grande diversité de modèles dans cet écosystème. Je ne vais pas détailler là tout de suite cette slide-là, mais vous avez des formes de gouvernance extrêmement variées, des formes de gouvernance distribuée ou pyramidale, des modèles de développement extrêmement différents les uns des autres, le don, la participation et la contribution, le capital risque classique et le financement participatif. Et vous avez aussi une très grande diversité de statuts dans l'économie collaborative, qui sont des statuts associatifs ou des statuts de société commerciale très classiques, et des statuts maintenant de plus en plus qui mélangent les deux. Voilà, donc en gros, à peu près 25% des gens ont entendu parler de l'économie collaborative, ce qui ne fait pas beaucoup. Et en réalité, 75% des gens en sont utilisateurs. Donc il y a une espèce de culture qui se crée autour de l'économie collaborative et un besoin de se reconnaître entre utilisateurs d'économie collaborative. Alors, il y a 3 piliers qui assoient le développement de cette économie-là. Il y a d'abord des piliers sociaux, parce que la population augmente, parce qu'on a une préoccupation écologique et que l'idée de partager des ressources qui sont détenues par des particuliers permet d'économiser la fabrication de nouvelles ressources. Parce qu'il y a aussi un besoin d'appartenance à une communauté. On a beaucoup parlé de communauté ce matin aussi, et c'est intéressant de voir dans cette économie qui émerge, à quel point de nouvelles communautés se créent entre les gens, et aussi beaucoup grâce à Internet, autour d'intérêts communs, avec une notion de proximité qui est finalement complètement bousculée. Et puis il y a de l'altruisme aussi, parce qu'il y a beaucoup de projets qui reposent sur le don, et de gens qui ont envie simplement de prendre soin les uns des autres. Il y a aussi un pilier économique, parce que l'économie collaborative, pour certains, permet aussi des compléments de revenus. Je prends l'exemple d'Airbnb, par exemple, qui permet à des particuliers de louer leur appartement ou leur chambre, etc. Ce sont des vrais compléments de revenus. Ou je pense aussi à des services entre particuliers qui se développent, qui permettent aux gens d'arrondir leur fin de mois. C'est une économie qui privilégie finalement l'accès sur la propriété. On a aussi parlé de l'accès ce matin, et on en a reparlé avec Jean-Michel Severino tout à l'heure, qui parlait de l'importance de l'accès. Et comment est-ce que finalement on fait pour être une ressource les uns pour les autres, c'est-à-dire comment est-ce que les ressources dont on dispose, peuvent aussi servir à d'autres autour de nous. Et puis, il y a, en parallèle à tout ça, un apport massif de fonds de capital risque qui n'est pas sans soulever certaines questions, d'ailleurs, sur le développement du secteur. Et puis, il y a évidemment le facteur technologique. En gros, 4 principaux: les réseaux sociaux, les technologies mobiles, les plateformes Internet, et puis les systèmes de paiement qui sont maintenant extrêmement fluides en ligne. Je reviens sur ce dernier facteur parce que l'économie collaborative, c'est ancien, c'est vieux comme le monde. La réalité, c'est que la technologie change tout, c'est-à-dire qu'on passe de la petite annonce qui est scotchée à la boulangerie du quartier à l'appli mobile qui va permettre de réserver une voiture, de réserver un logement, etc. Et c'est ça, fondamentalement, qui change tout en termes d'impact. Voilà, je l'illustre de nouveau par vraiment cette notion de proximité qui est complètement différente. On a aussi parlé ce matin du village global, du village planétaire, et c'est effectivement ce que ces technologies-là permettent de faire. Voilà, alors quelques chiffres. Là encore, ce sont des projets qui n'ont rien à voir avec les autres en termes de structuration. Donc, la machine du voisin qui permet à un particulier d'annoncer sur un site internet qu'il dispose d'une machine à laver et que d'autres autour de lui peuvent venir s'en servir.
à 2500 membres. Quirky, qui est un projet qui a été inventé par Auchan, à 470 000 contributeurs, qui permet donc à des gens qui ont une idée pour fabriquer un nouvel objet, de le soumettre sur une plateforme, et ce sont ensuite les utilisateurs qui décideront si le projet est pertinent ou pas, et Auchan ensuite soutiendra le développement de ce projet-là. Donc on utilise l'intelligence qu'on appelle l'intelligence des foules. De Food Assembly, qui est un projet français, qui est l'ancien La Ruche qui dit oui, qui est un projet dans lequel des particuliers peuvent ouvrir chez eux ce qu'on appelle une ruche, et puis fédérer autour de cette ruche des producteurs locaux et des consommateurs locaux qui passeront une commande toutes les semaines, donc via un système en ligne, de l'équivalent de leur marché, et qui pourront venir le chercher donc chez ce particulier, les producteurs venant livrer donc à un point unique et les consommateurs venant régler à un point unique également. Airbnb, que je ne présente pas, mais qui représente quand même 6 millions de nuitées en 2013. Blablacar, donc le site de covoiturage, qui a 6 millions d'utilisateurs et qui a été quand même donné par Guillaume Pépi comme le principal concurrent de la SNCF aujourd'hui, puisque le transport que fait Blablacar représente à peu près l'équivalent de 1600 TGV. Donc c'est quand même intéressant. Et Wikipédia, qui n'a rien à voir avec ces projets-là et que je trouve passionnant, parce que Wikipédia est un projet qui est le 5e site le plus visité au monde, qui repose uniquement sur l'intelligence collective, la participation de chacun, la volonté de donner un petit peu de sa connaissance pour que d'autres puissent y avoir accès. Et pour vous donner une indication, Wikipédia, en France, est fait par une communauté de 1000 personnes. Il y a uniquement 1000 contributeurs qui font Wikipédia en France, ce qui est vraiment très peu en réalité. Alors, je vais vous dire un petit mot des acteurs maintenant et du positionnement de chacun dans cet écosystème. Alors, ceux qui inventent l'économie collaborative, ils sont très, très nombreux. Voilà, il y en a tout un panel. Je vous ai fait une petite photo comme ça. Un peu partout dans le monde. Il y en a beaucoup en France. C'est une chance pour la France aussi. Il y a un tissu entrepreneurial extrêmement dynamique en France sur ces sujets-là. Et dans des modèles, donc, comme on le disait tout à l'heure, qui sont extrêmement variés, puisqu'il y a là-dedans des projets qui vont d'un Wikipédia avec un modèle complètement contributif, uniquement financé par le don, à Airbnb, qui est valorisé à plusieurs milliards de dollars. Donc vous voyez qu'on est sur des modèles extrêmement différents. Alors, ceux qui sont chahutés par l'économie collaborative, c'est quand même un petit peu tous les secteurs. Le secteur des transports, bien sûr, l'agroalimentaire, on l'a vu avec l'exemple de La Ruche qui dit oui, l'éducation, avec le développement de ce qu'on appelle les MOOC en ligne, le logement avec Airbnb, avec des projets d'habitat participatif qui se développent un petit peu partout, autour de belles expérimentations. La finance, avec l'émergence du financement participatif, ce qu'on appelle le crowdfunding. Et puis la culture, bien sûr, qui a été la première industrie à être bousculée, que ce soit le disque ou le livre. Alors, il y a ceux qui s'y opposent. On l'a vu avec, bien sûr, la grève des taxis qu'on a tous vécu. Il y a aussi des mairies qui s'y opposent, notamment pour empêcher que les prix flambent au cœur des grandes villes. Il y a ceux qui s'y mettent, et ils sont assez nombreux, avec des partenariats très intéressants entre les entreprises et les entrepreneurs, et puis de grandes entreprises qui développent des services autour de l'économie collaborative, des entreprises comme Castorama ou Leroy Merlin, par exemple, qui développent des services pour faciliter le bricolage, la réparation, etc. Je n'ai pas le temps de tous vous les développer. BNV a développé un espèce de service un peu comme Autolib. La Poste a son service interne de covoiturage. Enfin voilà, ils sont très nombreux non pas à lutter contre cette réalité, mais à essayer de l'intégrer et d'en faire quelque chose en se disant peut-être que nous aussi on peut rendre soit la vie de nos salariés, qu'on s'est tourné vers l'interne, un peu meilleure, soit la vie de nos clients un petit peu meilleure. Alors, vous avez vu, il y a une grande diversité de modèles dans l'économie collaborative, donc ça n'est pas sans soulever quelques questions, tensions,
contradiction même. Et c'est d'ailleurs ce qui est très intéressant. Moi, j'appartiens à un collectif qui s'appelle WeShare, qui est un collectif d'entrepreneurs qui regroupe un petit peu tous ces entrepreneurs de l'économie collaborative dans une logique qui est résolument ouverte, c'est-à-dire dans une logique d'inclusion où aucun business model n'est banni par principe, mais au contraire, c'est justement un lieu de confrontation et de questionnement, et c'est ça qui est vraiment passionnant. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous se dit j'ai raison, j'ai la solution, on va tout changer. On se dit tous qu'on essaye quelque chose, qu'on regarde si ça marche, en essayant d'être un petit peu agile pour s'adapter rapidement si on sent qu'il y a des erreurs. Alors, quelques fantasmes autour de l'économie collaborative. On dit que c'est une économie désintermédiée, puisque le particulier devient une ressource. Et donc, c'est une économie qui facilite l'échange de pair à pair et qui serait donc désintermédiée. Ce n'est pas le cas, et je pense que c'est dangereux de le penser, parce qu'en réalité, c'est l'émergence de nouveaux intermédiaires, qui sont les plateformes numériques, qui sont en train de devenir des géants. Et il ne faut pas se raconter d'histoire là-dessus. Donc, on n'assiste pas à une désintermédiation, on assiste à la naissance de nouveaux corps intermédiaires avec les responsabilités qui sont supposées aller avec. Donc, je pense que c'est très important d'en être conscient. On parle d'individus plus libres et indépendants, oui, parce que le particulier peut faire ses choix, peut contacter son voisin, etc. C'est vrai. Et de ce point de vue, c'est une économie qui est très émancipatrice, donc humaniste. Mais c'est aussi le développement d'une forme de précarisation du travail, à certains égards. On parle des bienfaits de la co-création. C'est vrai, c'est formidable. On se retrouve tous dans des univers où chacun apporte ses idées, sa bonne volonté, ses contributions. Et puis du coup, on assiste aussi à des phénomènes de captation de la valeur, et donc l'envers de la médaille, par certains acteurs. On parle de la fin des monopoles, puisque le particulier maintenant a un rôle à jouer effectivement dans cette économie. Et c'est vrai que ça chahute les monopoles en place, et c'est intéressant de ce point de vue-là. Mais on assiste aussi à l'émergence de nouveaux monopoles. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je pense qu'il faut qu'on continue à observer ça, justement. Et on parle d'une société qui serait un peu moins normée, un peu plus inclusive, où il serait plus facile de trouver sa place. Oui, c'est vrai, et c'est pas vrai en même temps, puisque on invente aussi de nouvelles normes, et avec ces nouvelles normes, de nouvelles formes d'exclusion. On utilise beaucoup les technologies et comme le soulignait Freddy très justement, tout le monde n'a pas accès aux technologies, loin de là. Donc c'est aussi une économie qui est réservée à certains utilisateurs. Voilà, enfin, on voit bien que l'individu est au cœur de ces questions. Et c'est même l'individu connecté qui est au cœur de ces questions. Et c'est vraiment ça qui est intéressant sur ce qu'on raconte dans ces tables rondes sur la globalisation, parce que bien sûr qu'il y a un village global, l'émergence de nouvelles communautés, l'accès à l'information, mais même la construction de l'information d'une manière décentralisée, de nouvelles formes de solutions, une proximité qui est réinventée, puisque la grande question de cette économie, qui va de pair avec celle de la confiance, elle s'est construite sur une forme de défiance des institutions, qui a été très largement évoquée dans la table ronde de ce matin aussi, en disant mais c'est vrai que finalement aujourd'hui, chacun peut faire quelque chose à son niveau, chacun peut agir, alors peu importe l'ampleur, mais finalement, c'est les technologies que nous avons à notre disposition nous donnent une très grande liberté et donc une grande capacité aussi d'action. Et on voit l'émergence de nouvelles formes de solidarité. Je vais vous en dire un petit mot tout de suite avec 3 projets que je ne vais pas développer. Je vais juste développer OpenStreetMap, 30 secondes. Donc OpenStreetMap, c'est vraiment ce qu'on appelle une cartographie ouverte sur le modèle qu'on appelle de open source. C'est comme Wikipédia, faite par des contributeurs. Et pourquoi c'est intéressant cette méthodologie de cartographie? Parce que typiquement, il y a un groupe qui s'est constitué autour d'OpenStreetMap qui s'appelle Humanitarian OpenStreetMap et qui, lorsqu'il y a eu tous ces soucis en Haïti il y a quelques années, a réussi à cartographier en 48 heures le lieu du séisme, ce qui a énormément facilité l'accès aux ONG locales. Donc chacun a fait sa part et ça a facilité l'accès aux ONG locales. Voilà, alors ça nous rend plus libres évidemment et comme le disait Victor Hugo, tout ce qui augmente nos libertés augmente nos responsabilités. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup.
Je vais demander à Andrea Riccardi si vous voulez bien de réagir à tout ce qui s'est dit. Réaction, et puis de j'ai conclure. tellement parlé aujourd'hui que je ne vais pas rassembler à Fidel Castro. Je faisais le compte que j'ai parlé pour 1h30. Alors, je vais seulement il faire... est toujours vivant, tu as remarqué ça? Non, il est toujours vivant et il a mis son frère à sa place. C'est une belle stratégie. Provisoirement. Provisoirement, comme tous les pouvoirs humains. Mais non, je voulais seulement faire une observation, pas entrer comme l'a fait Christophe dans le débat, mais seulement faire une observation, je dirais, esthétique. Et que font-ils à la même table ces messieurs et dames? Moi, en rapport à vous, je suis presque un poète, ou je suis un peu quelqu'un qui fait de l'humanitaire. Une multinationale, qu'est-ce que fait une multinationale dans un milieu d'église? Normalement, on dit multinationale, ou un patron, ou un leader de multinationale, dans un milieu d'église, doit penser à donner l'argent pour restaurer ce milieu. Denier du culte, c'est ce que je disais. Non, non, ce n'est pas du denier du culte. Ça, c'est un peu plus, je pense. Et votre créativité, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je trouve que la table ronde de ce soir, c'est une belle illustration de cette idée d'alliance, d'entreprise, d'intelligence, de préoccupation des acteurs différents nécessaires dans le monde de la globalisation. Dans le monde de la globalisation, nul homme est une île, comme disait Thomas Merton. Nous avons les petits et les grands tous besoin l'un de l'autre. Ce n'est pas une bonne pensée catholique ou Boy Scout, mais c'est vraiment l'expérience du monde complexe. Tu l'as dit, nous avons besoin, nous ne devons pas être omnivores ou totalitaires, car il y a aussi le risque de l'entreprise d'être totalitaire. Alors, je suis resté touché de ton plaidoyer de l'humanisme. Tu as dit un humanisme pratique, car le grand risque de notre temps, c'est une utopie humaniste impossible ou un réalisme cynique du quotidien. Il faut bâtir ensemble le nouvelle voie émergente, mais aussi il faut habiter la globalisation avec une culture humaniste, pas seulement humanitaire. L'humanitaire, c'est un chapitre pratique, concret de l'humanisme. Vous ne faites pas de l'humanitaire. Mais on a besoin de l'humanitaire. Mais l'humanisme n'est pas seulement l'humanitaire. Ça signifierait dire que le christianisme, ce sont les bonnes sœurs qui font partie du christianisme. Mais ce n'est pas tout le christianisme. Alors, l'humanisme, c'est une préoccupation, c'est une inquiétude. Le courant humaniste doit mettre en mouvement les intelligences pour changer les perspectives. Ici, on a parlé de la globalisation comme question spirituelle. C'est poser la grande demande si l'humanisme aujourd'hui est-il possible. La réponse était claire. L'humanisme, c'est une nécessité. Mais comment le faire? Et il y a cette idée que je trouve importante, cette méthode, l'alliance entre acteurs très, très différents. Plus sont-ils différents et plus sont-ils utiles. Et aujourd'hui, ce soir, c'est la manifestation de ça. Mais aussi nos relations personnelles et concrètes sont l'expression de ça. Acteurs différents qui travaillent pour un monde meilleur. Nous sommes une génération très particulière, peut-être vous, une autre génération. Je m'interrogeais sur votre âge, mais les puissants services de Total m'ont renseigné. Vous savez aussi, Sant'Egidio, quelquefois doit l'utiliser. C'est-à-dire, nous sommes un peu la génération de l'exode. Nous ne sommes pas des natifs comme presque
toi, du monde global. Nous sommes la génération avant globalisation et après globalisation. Mais nous sommes la génération qui doit revoir des idoles, des idées, des valeurs et trouver de nouveaux méthodes. Une idée très importante pour cette vision humaniste dans le monde global. Tu l'as dit, une idée qu'on a mis dans la poubelle, c'est-à-dire quand on a eu la globalisation, on voulait nous vendre que le marché global aurait porté partout la joie de vivre, la richesse, la démocratie. C'est-à-dire c'était une sécularisation de la providence, le marché global. Et avec tout ça, et avec le siècle qui est passé, on a perdu une grande idée, que c'était l'idée motrice de 2 derniers siècles. Une idée avec laquelle les catholiques ont eu un peu de difficulté, car c'était un peu l'idée de providence sécularisée, l'idée de progrès. C'est-à-dire, tu l'as dit, je crois, l'idée de progrès, c'est-à-dire une autre manière d'entendre l'idée d'un bien commun, de la croissance de l'humanité. Alors je pense que l'humanisme a la nécessité de faire le compte avec l'idée de progrès. Le progrès est plusieurs choses ensemble. C'est argent, c'est culture, c'est travail, c'est humanité, c'est croissance du capital social, des liens, des visions, croissance politique. Alors je crois que ça, c'est très important. Et c'est très important car nous n'avons plus une grande acteur, une mère du progrès. Pensons-nous à l'idée de l'État-providence, de l'État social, de l'État comme cœur du progrès de l'homme. Pensons-nous à l'idée de révolution comme l'instrument de bouleversement, mais aussi de progrès pour une société plus juste. Aujourd'hui, nous n'avons des solutions. Mais la solution d'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, ce n'est pas dramatique. Je trouve que maintenant, l'humanité est un peu plus mûre. Nous n'avons plus des idoles. Mais nous ne sommes pas devenus polythéistes dans le sens que nous avons plusieurs idoles. Et nous avons renoncé à avoir un chemin pour le futur. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus mûrs, je veux dire plus laïques, dans le sens que nous sommes convaincus que pour bâtir un futur plus humaniste et plus humain, il faut travailler ensemble. Il faut mettre ensemble les différentes perspectives, les différents acteurs, les différentes cultures, les différentes expériences. Et ça, ce n'est pas affaire des Nations Unies, ce n'est pas affaire de organisation internationale, c'est l'intelligence du réseau, l'intelligence de l'échange. Vous êtes maître, je crois, de l'intelligence du réseau, si j'ai compris quelque chose de l'économie collaborative. Et si j'ai compris quelque chose. Mais je crois qu'il faut mettre ensemble. Ça, c'est la grande idée. Selon moi, c'est la grande idée devant un monde complexe dans lequel on ne veut pas renoncer à affirmer une culture humaniste. Dans ce sens-là, il faut reprendre les vieilles idées, les vieux concepts et le revisiter dans cette nouvelle perspective. Je parlais, je ne sais pas si comme Fidel Castro, comme un poète, mais je vous remercie. Vous m'avez beaucoup stimulé et de l'observation esthétique, je suis passé, je crois, à une observation méthodologique. Merci. Merci beaucoup pour cette belle conclusion. Au moment de conclure ce colloque, c'est surtout le moment de pouvoir remercier chaleureusement Andrea Riccardi d'avoir accepté de donner 2 ans pour la chaire des Bernardins. Je sais que vous aviez beaucoup hésité puisque notre demande arrivait en même temps que vous étiez nommé ministre et vous vous étiez finalement laissé faire à prendre ce risque
et merci beaucoup d'avoir osé ce risque et d'avoir accompagné notre réflexion pendant ces 2 années. Merci à la communauté Sant'Egidio qui a travaillé et porté aussi la chaire avec vous, et ça me permet de saluer la présence du président de la communauté Sant'Egidio qui est parmi nous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé, partagé ce colloque, tous ceux qui sont venus aux différentes tables rondes. Merci au public. Merci aussi, et je vais nommer une personne dans le public, Alexandre Pogodin, qui est ukrainien, qui a perdu un œil sur la place de Maïdan il y a peu de temps. Et si je le nomme, c'est parce que c'est aussi une des réflexions sur la mondialisation dans la crise que notre Europe est en train de vivre actuellement. Merci à Monseigneur le représentant du nonce d'avoir été avec nous pour ce colloque. Et puis, je salue aussi particulièrement le Père Antoine Hugenheim, puisqu'il arrive à la fin de son mandat de responsable du pôle de recherche des Bernardins et qu'il va nous revenir dans 1 an après avoir fécondé une partie de sa réflexion pour pouvoir continuer le travail aux Bernardins autrement. Et je ne sais pas si on peut le dire, qu'il y aura une partie à Rome accueillie par Sant'Egidio au cours de cette année dans l'expérience de la rencontre internationale et de la mise en œuvre de la paix dans la géopolitique. Donc merci aussi beaucoup à Sant'Egidio. J'espère que je ne dévoile pas quelque chose qui n'était pas encore su. C'est surprise. Oui, j'imagine. Donc merci beaucoup aussi à Sant'Egidio d'avoir accepté d'accueillir le Père Hugenheim pendant quelques mois à Rome. Les voies d'un nouvel humanisme pour la globalisation, ce thème nous montre, comme le disait M. de Margerie tout à l'heure, que la mondialisation est un fait. C'est ni un rêve, ni une illusion, ni quelque chose qu'on pourrait conjuguer simplement au futur. C'est un fait aujourd'hui dont qu'il faut prendre en compte et dont l'enjeu est entre nos mains. Et c'est bien parce que c'est l'enjeu d'aujourd'hui qu'il était bon que nous puissions le traiter ensemble. C'est un fait qui change la vie de tous les hommes sur notre planète, que les hommes en soient exclus ou qu'ils en soient inclus dans leur manière de vivre, mais l'exclusion d'un système est aussi une manière de porter le fait même de la mondialisation comme un appel pour chacun d'entre nous. Cette mondialisation, c'est le passage à un monde nouveau, nouveauté de l'économie, nouveauté de l'entreprise, nouveauté de la culture ou des cultures, nouveauté aussi pour les religions. Nous avons vu tout à l'heure comment l'économie était en train de passer à une nouvelle économie grâce à l'économie collaborative, et je pense que nous n'en sommes qu'au début et que la réflexion que nous pourrions avoir aussi sur cette économie collaborative en Afrique pourrait être aussi extrêmement intéressante dans le développement du continent africain d'une façon très particulière. Et il me semble qu'il y a dans la culture ou les cultures africaines et l'économie collaborative quelque chose dont l'alliance peut ouvrir un grand avenir dans un autre modèle de développement de ce continent. Et donc ça fait partie de ce passage de la mondialisation qui est un passage qui attend des prophètes. Et je crois qu'en travaillant au cours de ces 2 années, simplement, nous cherchions, non pas la prophétie, mais nous cherchions à dévoiler des prophètes de ce que nous avons à construire, de ce qui est en train de naître, de ce qui est en train d'apparaître, d'émerger dans cette mondialisation. Et il me semble qu'au cours de cette journée, au cours de la table ronde de mardi dernier, nous pouvions déjà apercevoir un certain nombre de ces nouveautés que les prophètes savent voir et savent mettre en valeur pour aider le monde à se construire d'une façon entièrement nouvelle.
Cette mondialisation, elle a posé aussi, et c'était la discussion de ce matin, la question de la toute-puissance économique de certains pays, mais aussi effondrement de cette toute-puissance économique de certains pays sur certains continents. Je ne les renommerai pas par discrétion pour ces pays, mais cela veut dire que cet effondrement de cette toute-puissance, c'est aussi un vide économique, un vide culturel, et que ce vide, il appelle à quelque chose de nouveau. Il appelle à un nouvel humanisme. Parce que non seulement nous attendons des prophètes de l'humanisme, mais le capital de la mondialisation ne sera plus un capital économique, ce sera le capital de l'humanisme et de l'alliance des cultures dans une culture humaniste. Et c'est là où il y aura la richesse d'un pays, c'est là où il y aura la richesse d'un peuple, c'est là où il y aura la richesse d'un monde nouveau qui se construit déjà. Et c'est là où nous avons un défi particulier à assumer. C'est évidemment une entreprise à long terme, mais à part si la parousie arrive demain, nous avons quelques siècles devant nous. Donc, car la mesure de cet enjeu n'est pas à la mesure de notre vie humaine, c'est la mesure de l'histoire de l'humanité et des cycles de l'histoire, comme nous le rappelions aussi ce matin. C'est une entreprise à long terme, mais cet humanisme au cœur même de la mondialisation pose à la fois des questions de vulnérabilité et de force. Il ne s'agit pas d'un humanisme totalitaire, et la question de la liberté, lorsqu'on parle d'un village planétaire, est sûrement une question cruciale auquel il faut être attentif. La liberté qui respecte l'autre, comme vous le disiez aussi ce matin. Un humanisme non totalitaire, même si la mondialisation ouvre le risque et la vulnérabilité au totalitarisme. Mais ce risque est aussi en conflit d'une façon particulière au cœur de la mondialisation avec la force de la liberté et la force du désir et de l'appel à la liberté qu'il y a en chaque personne humaine. C'est, il me semble aussi, ce que vous avez souligné, puisque plusieurs conclusions des différentes tables rondes étaient à chaque fois recentrées sur le thème de la liberté, dont dans la dernière, en citant Victor Hugo, mais d'autres ce matin ont aussi traité de terminer sur cette question-là, comme quoi cette question de la liberté, de la mondialisation, du risque d'un humanisme totalitaire ou d'un humanisme individualiste, mais au contraire de faire émerger un nouvel humanisme au cœur même de l'alliance des cultures, de la liberté du dialogue des religions, de l'alliance de la réussite et du bien de l'homme, touche à ce que nous avons à construire. Alors, quelle est la tâche de l'avenir ? Évidemment, je vais vous sembler complètement naïf, mais ce n'est pas très grave. Ma naïveté me pousse toujours à dire que la tâche de l'avenir, c'est l'enjeu étonnant dans lequel le chrétien doit être particulièrement engagé, c'est la fraternité universelle. Une fraternité qui combat les civilisations de l'exclusion, une fraternité qui ne rejette pas, une fraternité qui refuse les égalités, qui nie les différences, une fraternité qui se refuse au syncrétisme, que ce soit des syncrétismes religieux ou des syncrétismes culturels, une fraternité qui sache combattre les communautarismes, une fraternité qui sache prendre expression dans la communion les uns avec les autres. Dans le dernier exposé que nous avions sur l'économie collaborative, nous avions le mot de responsable qui ressortait. Il me semble que c'était aussi cette notion de responsabilité qui faisait créer une grande entreprise aux Philippines. Et il me semble qu'il n'y a pas de fraternité universelle sans que l'homme soit engagé dans une responsabilité personnelle. Un des grands risques aujourd'hui,
mais c'est le risque du vide, c'est le risque de se sentir un pion dans une grande machine dont nous ne sommes pas les maîtres. Et il me semble que les exposés que nous avons entendus aujourd'hui montrent que nous sommes des sujets du monde qui est en train de se construire, que nous avons des bâtisseurs d'avenir au milieu de nous et que nous avons ainsi à oser partager nos expériences et nos responsabilités qui ne seront plus tenues par un homme, mais qui seront vécues dans le partage mutuel les uns avec les autres. Et ce partage mutuel les uns avec les autres, c'est ouvrir à la communion en découvrant sans cesse dans l'autre la richesse humaine, le nouvel humanisme qui va me donner d'être plus homme, plus femme, plus frères et sœurs dans le monde qui se construit. La mondialisation, c'est finalement l'émerveillement devant la capacité qui est donnée à un nouvel âge de l'humanité, l'âge de la fraternité. Nous vivons et nous sommes les acteurs d'un nouvel âge dans l'histoire même de l'humanité et de la Terre d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je prends la parole seulement pour vous remercier Monseigneur Beau, président du Collège de Bernardin, et remercier pour ces 2 années de recherche qui ont ouvert, selon moi, des horizons et qui ont uni des intelligences et des préoccupations. Je dis les méthodes de l'alliance. Je crois beaucoup à ça et je le vis et je l'ai vécu dans ces 2 années, pas comme une alliance tactique, mais comme une expression de la culture de l'amitié. Vous avez parlé, Monseigneur, de fraternité, vivre une culture de l'amitié dans la recherche. Ça signifie des complicités, des intelligences et des humanités. Seulement de cette culture de l'amitié peut émerger une vision qui soit capable de se mesurer avec la complexité. Mes chers amis, Monseigneur, on a aussi besoin de lieux. Dans ce monde global, nous manque le lieu. Le lieu et les institutions traditionnelles ne sont pas des lieux, mais cherchent de perpétuer soi-même. Des lieux ouverts. J'ai découvert le Collège de Bernardin comme un lieu ouvert. Lieu ouvert car habité. Habité par des femmes et des hommes, habité par une foi, par un esprit de recherche, par une ouverture. S'il y a un lieu ouvert, ça signifie que ce lieu est habité, mais il y a de l'espace, des places vides aux autres, jamais sans les autres. Alors, je pense qu'on a découvert aussi, aujourd'hui on parlait avec de multinationales, que dans ce monde globalisé, tout est multinational, multireligieux, multiethnique, mais le christianisme et l'Église même est, à sa manière, la première multinationale ou la première globalisation. Saint Jean Chrysostome écrivait dans une époque de communication difficile, dans l'Église, les Romains sont le même peuple que les Parthes. Sans se connaître, vivre dans une communion, dans une alliance globale. Je pense que ça signifie pas la volonté de baptiser la globalisation, mais avoir des chromosomes globaux dans ses racines, je veux dire dans ses racines chrétiennes. Tout est complexe. Nous avons fini avec un temps dramatique et clair
que c'était le temps de la guerre froide. Tout était clair. Et ça rassemblait un peu au bien et au mal. Vous vous rappelez l'empire du mal. Et d'autre côté, on présumait l'empire du bien. Maintenant, tout est plus compliqué, plus sombre, plus en mouvement. Et ça nous demande d'être à l'auteur. Vous avez parlé, Monseigneur, de prophètes dans ce monde différent. J'espère, je le cherche, les prophètes, mais si on ne le voit, on se rappelle de ce qu'a enseigné ce contemporain de Jésus, le maître Hillel, ce grand maître juif. Quand manquent les hommes, et fort toi d'être homme. Je pense que les prophètes, dans une manière un peu modeste, sont ceux qui s'efforcent d'être hommes, c'est-à-dire pas mal, mais être humain. Merci. Je vous remercie de cette expérience et je remercie tous ceux et toutes celles qui ont collaboré d'une manière à l'autre à la réussite de ces 2 années de recherche et de travail. Merci.